Radio Tennis Play. S'il vous plaît, mesdames et messieurs, les joueurs sont prêts. Un petit peu de silence. Merci. Et de 8, Rafael Nadal a donc réussi son pari de remporter un 8e titre de suite au Masters 1000 de Monte-Carlo. 8 succès d'affilée dans un même tournoi, c'est tout simplement du jamais vu dans l'Air Open. On décortiquera ce tournoi de Monte-Carlo dans la deuxième moitié de cette émission, car dans un premier temps, nous allons nous entretenir quelques minutes avec Jean Gachassin, le président de la Fédération française de tennis. Un président heureux, car l'équipe de France de Fed Cup a battu la Slovénie ce week-end à Besançon et conserve ainsi sa place en deuxième division de la Fed Cup. Pour m'accompagner cette semaine, un joueur, je dis bien un joueur, encore récemment titré, dont les interceptions sur le court ou les interventions à ce micro font toujours mouche, c'est Jean-Paul Lotte. Salut, capitaine. Merci beaucoup, c'est très bien comme rappel, ça me convient. Ton image de la semaine. Mon image de la semaine, c'est terrible, c'est parce que je l'adore et que je trouve que c'est un type merveilleux, c'est la chute de Beneteau. Ça a été pour moi un déchirement au moment où j'ai vu ça. Franchement, c'est pas bien de garder des images des fétisses, mais celle-là, elle m'a vraiment touché. Ouais, donc Julien Beneteau, qui s'est blessé à la cheville et au coude lors de son match contre Andy Murray à Monte-Carlo. Il tient un blog très suivi sur le site web du journal gothique du soir, comme l'appelait le regretté Pierre Desproges. Je parle évidemment du journal Le Monde. C'est Frédéric Rouillet qui est avec nous cette semaine. Frédéric, bienvenue à toi. Bonjour. Qu'est-ce qui t'a marqué ces jours derniers dans l'actualité tennis? Alors moi, contrairement à Jean-Paul, ce sera une image heureuse qui m'a marqué cette semaine. C'est la joie de Pauline Parmentier et de Nicolas Escudé après la victoire en Fed Cup qui donc maintient l'équipe de France en deuxième division. Voilà qui va faire plaisir à Jean Gachassin. Le malheureux devra encore attendre un peu avant de voir Rafael Nadal s'incliner à Monte-Carlo. C'est mon camarade Julien Pichenet. T'as le moral quand même, malgré la victoire de Rafa. Mais oui, bien sûr. Alors, ton image de la semaine. C'est celle-là, justement, la fraîcheur avec laquelle Nadal remporte pour la 8e fois ce tournoi. Ça fait 8 fois de suite qu'il gagne ce tournoi. Il était heureux comme un junior. C'est un mystère de la nature, ce mec. C'est incroyable. Incroyable. Allez, vous connaissez les acteurs, vous connaissez le scénario. Radio Tennis Play, saison 1, épisode 12. On y va. Radio Tennis Play. Président Gachassin, m'entendez-vous? Oui, tout à fait. Bonjour, président. Bonjour. J'imagine Bonjour, que Jean, vous c'est êtes... un bonheur de t'entendre. Merci, toi aussi, Jean-Paul. J'imagine que vous êtes un homme soulagé. L'équipe de France n'a pas sombré en 3e division, ce qui aurait pas été loin d'être une humiliation pour le tennis français. Donc, comment vous avez vécu ce week-end? Un week-end un petit peu inquiet avec certains matchs, mais quand même assez serein quand on a appris que la numéro 1 Slovénie était absente, Polona Hercog était blessée, donc on s'est dit quand même nous avons un petit peu de sécurité, mais la Coupe Davis, c'est ce qui en fait le charme, ou la Fed Cup, c'est ce qui en fait le charme. Le classement est très aléatoire. C'est là où il y a les plus grandes surprises, donc on est toujours un petit peu inquiet tant que le score n'est pas acquis. Oui, je peux peut-être rappeler très rapidement comment s'est déroulé le week-end. Vous l'avez dit, Polona Hercog, qui était la numéro 1 slovène, 37e mondiale, c'était la meilleure joueuse classée du week-end, présente à Besançon, a finalement fait forfait. Malgré tout, ça n'a pas été une partie de plaisir parce que sa remplaçante, Petra Rampré, 33 ans, 153e mondiale, a donné du fil à retordre et à Virginie Razzano et à Pauline Parmentier. Pauline Parmentier qui a même été contrainte de sauver 2 balles de match dans le premier match du dimanche. Et puis finalement, elle l'a emporté et la France s'est qualifiée. Donc la France sera en 2e division de la Fed Cup en 2013 et on connaîtra son premier adversaire le 6 juin prochain puisque le tirage au sort de la saison 2013 de la Fed Cup aura lieu pendant Roland-Garros. Président, est-ce que Nicolas Escudé sera encore le capitaine de cette équipe l'an prochain? Son cas est intéressant parce qu'il postule aussi à la place de capitaine de Coupe Davis. Est-ce que vous imaginez un seul homme avec les 2 postes comme ce fut le cas par le passé avec Guy Forget? Pour l'instant, son contrat cesse à la fin de cette année
et nous devons discuter avec lui. Je ne sais pas si pour l'instant on ne sait pas, parce qu'il n'a pas encore fait acte de candidature pour la Coupe Davis, ni pour la Fed Cup. Donc ce sera une discussion que nous allons avoir avec lui, afin de savoir qui se détermine, afin de savoir s'il postule pour continuer son capitanat ou à la Fed Cup, ou s'il fait acte de candidature pour être capitaine de la Coupe Davis. À bien lire l'équipe ce matin, Président, avait peut-être l'impression quand même que vous aviez plus envie de revoir une femme à la tête de l'équipe de France de Fed Cup plutôt qu'un garçon, et on évoque évidemment la personnalité d'Amélie Mauresmo. Est-ce que c'est votre sentiment et votre envie ou... Oui, bien sûr. Amélie Mauresmo est une grande championne, et c'est sûr que nous avons repris la main, entre guillemets, sur les anciens champions, c'est-à-dire tous les joueurs ou les joueuses qui sont fédérales, entre guillemets. Ben, nous sommes contents quand elles nous donnent leur accord pour venir dans la famille du tennis français. C'est le cas de Chi, c'est le cas d'Alexandra Fusé. Nous aimerions bien sûr avoir à nos côtés Amélie Mauresmo. Nous sommes en discussion avec elle. Elle réfléchit, mais pour l'instant, c'est le statu quo. Elle n'a absolument pas donné signe de vie pour l'instant. Voilà. Donc, c'est vrai que moi, personnellement, je préférerais que ce soit une fille qui soit la capitaine, mais c'est tout à fait personnel, et nous verrons avec les joueuses, nous dialoguerons avec les joueuses, nous aurons une discussion afin d'avoir un consensus sur des candidates ou des candidats qui vont se manifester. J'imagine que les discussions sont animées en coulisses à la FFT pour la nomination du futur capitaine de Coupe Davis. Comment cela va-t-il se dérouler précisément ? On a le sentiment depuis quelques semaines que la FFT a un petit peu envie de reprendre la main sur le processus de nomination qui était auparavant très tourné vers les joueurs, en fait. Tout à fait. C'est moi personnellement, en tant qu'ancien également sportif, je désire que ce soit la fédération. Je vais avoir un œil, comme la LTN, nous devons avoir un œil sur le futur capitaine de la Coupe Davis. Donc nous avons établi un profil de capitaine, et nous demandons à Arnaud Di Pasquale, de prendre contact de discuter avec les joueurs pour savoir s'ils font acte de candidature, parce que c'est quand même le point important, s'ils sont intéressés. En fonction de là, il y aura une shortlist qui sera établie, shortlist que nous discuterons avec les joueurs autour d'une table, avec la DTN, avec Di Pasquale, qui est le responsable du haut niveau masculin. Au niveau masculin, moi-même, Gilbert Isère, le directeur général, Dartevel, qui est le responsable, l'élu en charge de la DTN, et nous discuterons pour essayer de trouver un consensus en fonction de cette liste que nous aurons cautionnée, nous, fédération, également. D'accord, donc il y a bien une liste établie par la FFT qui sera ensuite soumise aux joueurs, et c'est pas les joueurs qui vont sortir un nom de leur chapeau pour le proposer à la FFT. Absolument. Là également, il y aura Arnaud Di Pasquale discute avec les joueurs, pour dire tiens, tu es candidat, tu n'es pas candidat. Il discute également avec les joueurs en amont afin de savoir quel serait toi le profil, quelle est la personne que tu vois en tant que capitaine. Vous voyez, ce sont des discussions qu'il va y avoir, et ensuite nous mettons autour de la table en fonction de l'analyse qui sera faite par Di Pasquale et notre shortlist, bien sûr, que nous aurons établie. Voilà. Jean-Paul, une question. Je crois que c'est très important ce que le président Gachassin vient de dire là, parce que dans les sélections concernant les capitanats ou les sélectionneurs des différentes équipes, non pas de tennis, mais les équipes sportives en France, on a très souvent l'impression qu'il y a une loi imposée par une catégorie de gens, soit les joueurs, soit un staff, soit des responsables élus, etc. Alors que là, Jean Gachassin nous explique clairement qu'il colle au texte légal, c'est-à-dire qu'il y a un choix qui est fait
à la suite de concertations avec les différentes parties. Et je crois qu'on ne peut pas souhaiter mieux au niveau du sport français que de suivre cet exemple maintenant où il n'y a pas une personne comme ça qui impose sa volonté. On prend avis de toutes les composantes de l'affaire et je crois que c'est vraiment une saine manière de faire et la décision sera sûrement la bonne. Je pense. Merci Jean-Paul. C'est un petit peu, je crois aussi dans cette idée. Il ne faut pas que ce soit un DTN ou un responsable qui choisisse le capitaine. C'est nous. On a un profil. Il faut que la personne réponde à certains critères que nous avons, qui sont pas terribles, qui sont un petit peu. Mais il faut le rappeler quand même. Il y a un état d'esprit qu'il faut préserver. Et en fonction de ça, les joueurs aussi ont des idées et nous mettrons autour de table pour essayer de trouver un consensus. Je pense qu'il existera. Voilà. C'est assez simple, mais tout le monde, nous tenons le dossier en main. C'est ce qui est le plus important. On voit ça. Avez-vous un petit peu avancé sur le calendrier ? À Monte-Carlo, vous évoquiez l'été, voire le mois de septembre. Est-ce qu'on est toujours là à peu près ? Je pense que c'est sur Roland-Garros. Il y a tous les joueurs qui sont présents. Pendant les qualifs, on aura déjà une discussion avec eux pendant Roland-Garros parce que c'est pas la peine de faire traîner. Plus vite on désignera le capitaine, mieux on se portera et mieux les joueurs seront rassurés également. Difficile, vu votre position, de prendre parti, mais est-ce que parmi les candidats globalement que l'on connaît, il y en a un qui part, je sais pas, ses valeurs, son histoire dans l'épreuve ou son image qui vous tente plus que d'autres ? Tous ceux qui sont approchés ont tous leur personnalité, ont tous envie d'être capitaine. C'est un poste merveilleux. Jean-Paul pourra vous le confirmer. Je crois qu'il connaît un peu ça. Oui. Pour moi, je vais avoir une discussion aussi autour de table avec ces personnes pour leur poser certaines questions. Valeur du maillot, valeur l'équipe de France, la valeur d'équipe de France, les valeurs d'équipe, tout cela. Donc je n'ai pas ce sont tous des joueurs de haut niveau, ça c'est sûr. Et que je connais bien, tous je les connais puisqu'il y en a 7 ou 8 qui ont fait des candidatures, mais ensuite ça sera mon idée en fonction de la discussion que j'aurai avec eux. Très bien, on va passer à un autre sujet, si vous le voulez bien, Président, c'est Roland-Garros. Vous l'avez lu, vous le savez, il y a eu des rumeurs de grève éventuellement des joueurs à Roland-Garros. Vous avez, la FFT, répliqué avec une augmentation de la dotation globale. On va être à plus de 18 millions d'euros, en augmentation de près de 7% par rapport à 2011. Et puis il y aura une meilleure répartition de ces gains, ça veut dire que les joueurs qui vont perdre dans les premiers tours vont gagner un petit peu plus d'argent. À titre d'exemple, il y a 20% de plus pour un joueur ou une joueuse qui va perdre au premier tour. On passe de 15 000 euros à 18 000 euros. Est-ce que vous avez le sentiment qu'avec ce geste, la grève éventuelle est écartée ? Grève, je ne pense pas qu'on peut parler de grève, hein. Mais là aussi, ce sont des discussions avec tous les joueurs, surtout les 4 premiers joueurs, bien sûr, qui sont les porte-parole du tennis mondial. Mais on s'est rendu compte également que les joueurs moins bien classés sont aussi manifestés. On s'est rendu compte que les joueurs de la 80e à la 128e place, à la 130e place, ont des difficultés pour vivre, c'est ce qu'elle dit. Et comme une carrière est assez rapide, ils peuvent pas mettre de l'argent de côté, ça c'est difficile. Donc c'est vrai, on est conscient de cela. C'est la raison pour laquelle cette année nous avons fait un geste pour les joueurs qui seront éliminés au premier tour. On a fait un geste significatif. Mais ensuite, nous allons peut-être continuer à étudier, à discuter avec eux, parce qu'il y a beaucoup de choses qui rentrent en ligne de compte. Il y a les matchs d'exhibition, il y a les garanties qu'ont toujours les mêmes joueurs. Bah oui, c'est évidemment les mieux classés qui touchent des garanties et dans les tournois ou dans des tournois exhibition. Alors quand on défend une famille, aussi il faut mettre la main à la poche. Oui. Donc tout cela, ça va être discussion. Que faisons-nous des garanties ? Est-ce que ce sont simplement que pour les grands ? Est-ce qu'on peut pas faire un pot commun ? Il y a beaucoup de... En rappelant qu'il n'y a pas de garantie à Roland-Garros. Vous évoquez les autres tournois. Il y a des garanties. Oui, absolument. C'est clair, c'est net. Et quand vous pensez que Federer, pour le tournoi de Marseille, demande 1 million pour participer.
c'est énorme. Alors, tout ça, ce sont des discussions qu'on va avoir. On est ouvert, nous, fédération, on est ouvert. Il y a Guy Forget qui a été embauché par la fédération, justement, pour être en relation avec tous ces joueurs, pour pouvoir discuter dans les tournois, pour pouvoir voir tout cela. Mais pour la grève, non, puisque nous sommes, il y a 8 jours, nous avons reçu la liste de tous les joueurs engagés pour Roland-Garros. Et il y a les 128 meilleurs, à part 2 ou 3 qui sont blessés qui arrêtent leur carrière. Donc nous avons tout le gratin du tennis mondial, puisque c'est officiel. Depuis lundi dernier, ils se sont engagés. Donc vous dormez tranquille pour le moment, tout va bien. On dort tranquille, mais c'est vrai que c'est un sujet important et qu'on doit analyser. Et là aussi, il faut avoir une réflexion. Jean-Paul. Oui, je crois aussi qu'il y a dans cette affaire quelques distinctions à faire, parce que il y a quand même à peu près 65 voire 70% des tournois dans le monde qui sont organisés par des promoteurs privés. Alors ça, absolument. C'est une chose. Ensuite, il y a les grands chelems qui sont organisés par les fédérations. Et les résultats financiers des tournois du Grand Chelem repartent entièrement dans le sport concerné. Au niveau de la fédération française, à l'exception de Wimbledon. Alors Wimbledon, c'est un autre problème, c'est un club privé, qui loue ses installations à la fédération, mais néanmoins, le tournoi donne plus de 60% des résultats du tournoi à la fédération. Donc il y a là une très nette distinction à faire entre ces tournois, et les joueurs doivent en tenir compte. Alors que les uns et les autres revendiquent sur des tournois qui sont plus à caractère privé, où il y a des bénéfices qui vont éventuellement vers des promoteurs, on le comprend, que le président Gachassin précise qu'il est tout à fait d'accord pour discuter, pour que chaque membre de la famille puisse profiter de l'opulence éventuelle d'un tournoi, c'est très bien, mais il faut tout de même que les joueurs se rappellent toujours que le tennis a moins besoin d'eux que eux du tennis. C'est-à-dire que l'organisation des tournois sera toujours plus forte, et ça a toujours été le cas depuis l'aube des temps, que le joueur lui-même. Donc il y a raisonnablement à réfléchir le problème. Tu as entièrement raison, Jean-Paul, et c'est vrai qu'un joueur, même s'il fait une grève cette année, il aura besoin de Roland-Garros ou des autres tournois du Grand Chelem les autres années, parce qu'il y a le problème de sponsoring, il n'y a pas que le tennis par lui-même, c'est tout un ensemble qui va être pénalisable, comprenez. Président, on va faire un petit peu de politique pour terminer. Vous êtes dans la dernière année de votre mandat. C'est un secret pour personne. Vous allez vous représenter pour un nouveau mandat de 4 ans, a priori. C'était pas une évidence, d'ailleurs, lorsque vous avez été élu. Qu'est-ce qui, finalement, motive cette décision d'avoir envie de rempiler ? Mais vous savez, d'abord j'ai 40 ans, je suis en pleine forme. C'est vrai. Je suis comme Jean-Paul, donc on est très jeunes. On est des galopins. Mais vous courez toujours aussi vite. Non, c'est tout le travail qui a été fait avec notre équipe, où j'ai changé la façon de gouverner la fédération, et c'est quand même ce stade Roland-Garros qui est quelque chose de merveilleux. Vous accompagnez l'évolution du stade. C'est vrai, et c'est vrai qu'avec tous mes amis, avec toute mon équipe en général, tout mon comité directeur, on aimerait bien sûr couper le ruban de ce magnifique projet qu'est le stade, la modernisation du stade Roland-Garros. Ça, c'est un point. Puis deuxièmement, je suis un petit peu enthousiaste parce que je suis très près des joueurs, je suis en contact avec eux, on discute. On a fait énormément de travail à l'ETN sur le tennis féminin. C'est mon objectif également pour le deuxième mandat, relancer le tennis féminin qui en a besoin. Oui, qu'on a bien besoin, oui. Et puis c'est les copains du bureau, du comité directeur. Maintenant, on est heureux de se retrouver quand on a une réunion. On est heureux de se retrouver, de pouvoir discuter sport, de pouvoir discuter tennis. Et ça, c'est un plus énorme. Et on est capable de faire la fête, Jean. Aussi. Oui, ça là-dessus, il est assez imbattable, le président Gachassin. Ça compte. Une dernière question, président. Vous le savez, Tennis Play est une plateforme vidéo qui propose de revoir plein de grands matchs de l'histoire du tennis. Je vous prends un peu à brûle-pourpoint. Si vous aviez envie, là, dans 10 minutes, de dire, tiens, j'ai envie de revoir un grand match de l'histoire du tennis, ce serait lequel ? Ça serait un match... Bon, il y en a deux.
Il y a Yannick, bien sûr, Yannick contre Villander. Et il y a un match, McEnroe qui mène 2-7-0. McEnroe-Lendl, la finale de 84. Voilà, qui fait un one-man show, c'est le cas de le dire. Et puis il y a une cassure au deuxième set. Au début du troisième set, et il perd en 5-7. Ça m'a marqué, c'est un match qui m'a marqué énormément. Président, merci de ces quelques minutes avec nous. On va vous souhaiter plein de courage pour la préparation de Roland-Garros. C'est évidemment le gros dossier de l'année pour la FFT. Et puis on va vous dire à bientôt. Et merci encore de nous avoir accordé ces quelques minutes. Merci beaucoup. Adieu, Jean. À bientôt. Jean-Paul. Au revoir. Radio Tennis Play. On évoquait la Fed Cup avec Jean Gachassin. N'oublions pas aussi de préciser que parallèlement au match de barrage se déroulaient des demi-finales du groupe mondial. Ça ne t'a pas échappé, Julien? J'ai suivi ça de très près. Les Tchèques ont battu l'Italie et les Serbes ont dominé les Russes. Les Tchèques, avec Petra Kvitova à leur tête, tenteront donc de conserver leur titre face aux Serbes, sans doute Jelena Jankovic et Ana Ivanovic. Les Serbes, dont ce sera la première finale dans cette compétition, 2 ans après le succès historique de leurs compatriotes masculins en Coupe Davis. La finale de la Fed Cup se déroulera les 3 et 4 novembre prochains en République tchèque. Radio Tennis Play. Ah, il a l'enthousiasme communicatif, ce Jeannot Gachassin. C'est sympa, puis évidemment, ça change un petit peu. Bon, mes amis, on passe au tournoi de Monte-Carlo. J'imagine que, comme beaucoup, vous êtes évidemment déçus de cette non-finale entre Rafael Nadal et Novak Djokovic. Qui veut attaquer sur le sujet? Frédéric? Oui, effectivement. Après, quand même une belle semaine, malgré tout, des beaux matchs, un beau parcours de Français. Gilles Simon qui va en demi-finale. On s'attendait à On va y revenir. une finale exceptionnelle entre Nadal et Djokovic, ce à quoi il nous avait habitués. Et puis on se souvenait de la finale de l'Open d'Australie entre ces deux joueurs. Malheureusement, Novak Djokovic est passé complètement à côté de sa finale. Nadal, lui, a joué parfaitement, a fait exactement ce qu'il sait faire, toujours aussi combatif. Et le décès, je pense, du grand-père de Novak Djokovic a beaucoup pesé sur le moral du Serbe qui n'a pas pu et qui n'a pas su défendre ses chances. Et donc Nadal s'est imposé sans trop combattre. Ouais, sans pratiquer peut-être son meilleur tennis sur l'ensemble de la semaine. Il y a peut-être je vous poserai la question après Jean-Paul, est-ce que Nadal est meilleur ou pas qu'il y a 4 ou 5 ans, mais en tout cas sans pratiquer sans doute son meilleur tennis, il arrive encore à remporter un Masters 1000 sur terre battue, son Masters 1000 sur terre battue, sans perdre un set. 8 fois de suite, il était heureux comme un junior après la victoire, il souriait, vraiment on a l'impression que c'est la première fois qu'il gagnait un tournoi de sa carrière, c'est incroyable. Où est-ce qu'il trouve cette motivation, cette fraîcheur? 20e Masters 1000. Et alors là, il faut qu'on en parle très sérieusement de ça. Il arrive en disant « je suis blessé, attention ». Tout le monde autour de lui dit « il n'arrive plus à courir ». Anthony Nadal avec son petit accent français « il n'arrive plus à courir, Rafa, il est fatigué, Ils nous ont fait le coup. L'année dernière, à Roland-Garros, au début de la quinzaine, Nadal dit « ce serait déjà beau que je gagne 2 matchs ici ». Non mais il se fout de notre gueule ou quoi, il gagne le tournoi tranquillou. Alors Rafa, tu dis ce que tu veux, on t'écoutera peut-être un petit peu moins à l'avenir. Faisons attention à ce qu'il dit, les journalistes aussi, faisons attention à ce qu'il dit et n'allons pas trop vite quand on dit oui, il est blessé. Ça fait 7 ans qu'il est blessé, il pourrait, peut-être avec une jambe de bois, il pourrait remporter Roland-Garros. Je pense, et je mets tout de suite une pièce ou quelque chose, je vous parie. Une entrecôte, beurre maître d'hôtel. Tiens, j'en une choucroute, beurre maître d'hôtel, attention. Que Rafael Nadal remporte Roland-Garros sans perdre un set cette année et il va donc battre Björn Borg, parce que ce sera l'enjeu. C'est enregistré, je ne pourrais pas revenir en arrière. Il pourrait battre Björn Borg s'il s'imposait pour la 7e fois, mais il est physiquement tellement au-dessus de tout le monde, même si dans des petits bouts de set, on a vu Simon, on a vu Wawrinka être un petit peu, pas à jeu égal, mais pouvoir un petit peu revenir à la surface de temps à autre. Il est au-dessus, voilà, c'est tout. Non mais c'est vrai que pour revenir à ses problèmes physiques, je ne vais pas dire qu'il nous avait fait le coup, mais en tout cas, on avait vécu la même chose à l'Open d'Australie aussi, où il disait qu'il avait quasiment du mal à se lever d'une chaise. C'est sûrement vrai, mais voilà. Il fait une quinzaine de fous, une finale de dingue contre Djokovic de quasiment 6 heures. Il est condamné à gagner sur terre battue. C'est son destin. Voilà. Mais cela dit, je te rejoins aussi sur quelque chose, c'est malgré tout le sentiment qu'il ne joue pas excessivement bien, mais qu'il a une telle marge que c'est suffisant et qu'en fait, sur les fins de set, sur les moments importants, il arrive un petit peu à accélérer et puis ça suffit. Et ça fait des victoires en 2 sets. C'est ça ce qui est impressionnant. Oui, c'est un peu apparent ça quand même, parce que
Bon, Djokovic n'a pas fait son meilleur tournoi, mais est-il au même niveau que l'an dernier? C'est une première question déjà. Parce qu'il on n'y ne a pas sait que toujours pas, en fait. Il n'y a pas que contre Nadal qu'il a fait un match relativement moyen. 3 défaites depuis début 2012 pour Djokovic. Peut-être que je mets ça vraiment entre guillemets parce que ce serait méchant de le dire. Peut-être que l'excuse qu'il avait, qui est une bonne excuse de se déconcentrer, on s'en sert un peu trop pour expliquer qu'il n'est peut-être pas aussi bien qu'on le pense. Voilà. C'est une première constatation. La deuxième, c'est que Nadal, à mon avis, joue mieux qu'il ne jouait parce que il a retrouvé dans son jeu des choses qu'il avait un petit peu oubliées sur terre battue. Il avait une telle envie ces dernières années de coller à un jeu qui puisse également faire la différence sur les surfaces rapides, Wimbledon, sur les surfaces dures américaines ou autres, qu'il avait oublié que son très grand lift de coup droit, qui monte quelquefois à 2 mètres au-dessus du filet pour monter à 4 mètres au-dessus de la tête du joueur, il sert à quelque chose. Et contre Djokovic, il a servi ce coup-là, parce que la balle très frappée de Nadal, moyennement liftée, ne gêne pas Djoko, parce qu'il la frappe entre l'épaule et la hanche, ça va. Mais quand il lifte beaucoup, il joue beaucoup plus court, et tous les joueurs sont gênés par ça. Et j'ai vu cette année Nadal refaire ce qu'il savait très bien faire auparavant, d'ailleurs il faisait pratiquement que ça à l'époque, des coups de défense-attaque très liftés, un peu plus haut que d'habitude en trajectoire, qui gênent beaucoup, pour ensuite, ce qu'il ne savait pas très bien faire il y a 4-5 ans, s'engouffrer derrière et balancer des pètes de coups droits qui sont irrattrapables par la totalité des joueurs. Donc Nadal me semble, hormis l'excellent numéro de Julien que je partage totalement sur ses blessures répétées, il faut changer les règles. Il y en a marre de les voir prendre 30 secondes entre deux balles. Et entre la première et la deuxième balle de service. Et Djokovic qui joue. C'est insupportable. Ces joueurs qui sont des géants, qui sont des lions, qui sont tout ce que vous voulez, ils me cassent les pieds quand je les regarde jouer, tellement ils prennent de temps entre les points. Et Jean-Paul parle poliment. On peut passer ces coups de gueule là parce que allez, vas-y, là, on enchaîne. Bah non, mais l'image de la semaine, c'est une image qu'on n'a pas vue. Moi, j'ai été content de voir Nadal enfin gagner un grand tournoi sans se rouler par terre et pleurer toutes les larmes de son corps. Je suis un adepte de la sobriété sur le court au moment de la victoire. Elle a totalement disparu dans les années 90 et là, il a été sobre. Bon, cela dit, les circonstances aussi. Oui, ils l'ont poussé à ça. faire ça. Alors, pour revenir juste sur la question du niveau de jeu, malgré tout, je pense qu'il faut attendre. Il faut attendre de voir une vraie finale entre Djokovic et Nadal parce que je reste persuadé que la terre battue, finalement, est la meilleure surface pour Djokovic face à Nadal. Je m'explique. Sur les 7 finales qu'il a gagnées consécutivement contre Nadal avant cette défaite à Monte-Carlo, les seuls où il n'a pas perdu le moindre set, c'était sur terre battue, c'était à Madrid et c'était à Rome. Et c'est là qu'on a vu les plus grandes démonstrations et c'est là qu'on a vu peut-être Nadal le plus démuni face à la cadence et face au jeu de Djokovic. Donc peut-être que Djokovic n'est pas encore au niveau qu'il avait l'an dernier, mais attendons de voir une vraie finale entre les deux parce que ça pourrait être très intéressant. Moi, je voudrais noter 2 choses. C'est Tony Nadal qui en parlait. Je trouve qu'il a plutôt pas mal servi. Et il termine sur un ace, le tournoi. Ouais, il termine sur un ace. Tony Nadal expliquant qu'il avait repris des petites choses de la gestuelle de l'année où Rafa avait gagné l'US Open et où il avait très très bien servi. Et deuxième chose tactique, je trouve quand même qu'avec son coup droit, maintenant, alors évidemment, il croise toujours sur le revers de ses adversaires, et notamment de Djokovic, mais il commence aussi à pas mal trouver la mire en long de ligne, et évidemment... Et plutôt dans l'échange. Et évidemment, c'est une problématique qui est tout à fait différente pour ses adversaires. Julien. En tout cas, Nadal semble encore bien parti pour tout rafler presque cette année sur terre battue. C'est une série qui file le tournis. Quand Thomas Muster gagne tout sur terre battue en 1995, on est déjà étonné. En 96, il est bien parti pour refaire la même chose. Il perd à 7 tours à Roland-Garros, on est encore surpris. Là, ça fait quand même 8 années de suite que Nadal gagne tout sur terre battue. Mais il va gagner. Mais combien de fois on peut gagner Monte-Carlo consécutivement, je sais pas. À partir de 15. Si je me reporte au siècle passé... dont je fais partie, il n'y avait que Samazoïl et De Cugis qui étaient en mesure de gagner autant de tournois d'affilée. Oui, dans les années 10 et 20. Voilà, parce qu'on avait des premiers tours qui faisaient 6-0, 6-0, 6-1, 6-0. Mais là, ça relève vraiment du surnaturel, quoi. Quelqu'un qui, dans l'ère Open, gagne 8 fois d'affilée Monte-Carlo, qui va peut-être gagner pour la 7e fois Roland-Garros, moi, ça me bluffe totalement. Je ne pensais pas qu'une telle chose était possible. Donc, elle est faite. C'est extraordinaire. C'est le plus grand joueur du monde sur terre battue. Alors, on est toujours en train de se dire, est-ce qu'il va y en avoir un qui un jour peut le détrôner ? Aujourd'hui, je dis, je ne sais pas, je ne crois pas, mais enfin, sait-on jamais. Mais c'est
incroyablement fort, quoi. Ça va faire bizarre une fois que Nadal va prendre sa retraite après. Là, ça va être la pagaille sur terre battue. Le jour où il va commencer à perdre des matchs, déjà, ça va être très étonnant. Ça n'arrivera pas. Ça n'arrivera pas avant. Il arrêtera avant. Au 15e Monte Carlo, Tony Nadal dira à Rafa, écoute, maintenant, va te reposer un peu à peut-être qu'à un moment, Majorque, il sera vraiment blessé. Allez, va à la pêche. C'est pour de bon, oui. Bon, est-ce qu'on peut vraiment tirer des conclusions donc, sur la semaine de Novak Djokovic ? Je lisais dans l'équipe les déclarations de son petit frère qui disait que c'était peut-être l'un des plus beaux résultats qu'ait accompli Novak Djokovic, eu égard évidemment à la peine qui était la sienne suite au décès de son grand-père et d'avoir décidé de ne pas quitter le tournoi et finalement de l'avoir joué jusqu'au bout. Donc on est un peu quand même dans l'inconnu le concernant. Oui, je répète ce que je disais tout à l'heure. Il a une véritable bonne excuse d'être déconcentré quand on perd un être cher de sa famille. On est atteint. Cela étant, je pense que l'entourage se sert peut-être un peu trop de cela pour excuser, pour ce qui me concerne, une manière de jouer qui est peut-être moins pétillante et moins sublime que l'an dernier. Malgré tout, on l'a vu très affecté à la sortie du cours d'entraînement quand il a appris le décès de son grand-père, le matin de son match contre Dolgopolov. Et après, c'est vrai qu'à partir de ce match-là, on l'a vu avoir des sautes de concentration, ne pas forcément être très motivé par l'enjeu. Il n'était pas toujours là. Il n'était pas toujours là. Ça s'est passé contre des joueurs un peu moins forts. Ça s'est vu en finale surtout. Voilà, c'est passé contre des joueurs un peu moins forts. Contre Nadal, évidemment, c'est impossible. Ton sentiment ? Je pense que Djokovic. ça aurait choqué personne qu'il déclare forfait et qu'il aille en Serbie rejoindre sa famille. Après, effectivement, il avait sans doute besoin de ces victoires pour éventuellement rendre hommage à son grand-père. Il y a peut-être cru encore en finale, peut-être jusqu'au bout, sans doute, même certainement, mais voilà, après, c'est triste pour lui, mais non, on peut pas faire de bilan de... Attendons les tournois de Madrid et les tournois de Rome, on retrouvera les meilleurs. Nadal, lui, pendant ce temps-là, il joue le tournoi de Barcelone. Il enchaîne. Et n'oublions pas Federer. N'oublions pas Federer. enchaîne. Et on verra aussi si Djokovic joue le tournoi de Belgrade, son tournoi, qui est prévu la semaine prochaine. Voilà, qui est un peu compliqué dans le calendrier, évidemment, mais comme c'est son tournoi, généralement, il le joue. Bon, maintenant, nous devons rendre hommage à Jean-Paul, qui avait vu juste, concernant Gilles Simon, la semaine dernière. Bravo. Tu nous avais dit qu'il allait faire une semaine de rêve. Et ça, quand même, était formidable. Il est allé jusqu'en demi-finale, Gilles Simon, à Monte-Carlo. Seulement battu par Nadal. Il a battu Joe Tsonga en quart de finale. Il a aussi battu Tipsarevic. Ça faisait un moment qu'il n'avait pas battu deux joueurs du top 10 dans le même tournoi. Ça lui était jamais arrivé. Oui, tu as raison. Donc vraiment, belle performance. Et par moment, contre Nadal, on a eu le sentiment qu'il n'était pas si loin que ça. Et en plus, il n'a quand même pas eu beaucoup de chance, notamment sur les balles de break. Oui, bon, en dehors de la performance pour aller en demi-finale, ce qui m'a beaucoup intéressé chez Gilles, d'ailleurs ça m'avait intéressé déjà auparavant, c'est sa manière de jouer. Il rentre enfin dans le cycle tactique dans lequel il doit être pour figurer dans les 10 meilleurs mondiaux en permanence. Parce que, jusqu'à présent, disons que son jeu était davantage basé sur la patience, la capacité à courir comme un lapin pendant des heures, à remettre la balle, à jouer intelligemment. Alors que là, sur Tipsarevic et Nadal, on l'a vu à certains moments, et sur les échanges importants, lâcher des coups droits, lâcher des revers, prendre ses adversaires de vitesse, les mettre à distance et venir au filet même, derrière, pour conclure. Et ça, s'il arrive à mettre ça en forme dans sa tête sur les moments les plus importants du match, ce qui n'a pas été le cas contre Nadal, eh bien, on le retrouvera à tous les coups, là, dans les 10 en permanence, voire mieux. Vous pensez qu'il fait partie de ces quelques joueurs qui peuvent embêter Nadal sur terre battue? Il y a quelques années, il avait un petit peu agacé ses collègues, Gilles Simon, en disant moi Nadal, je sais comment il faut le jouer, mais on sait qu'il est très intelligent et qu'en général, quand il parle tactique, c'est souvent très, très pertinent ce qu'il dit. Vous pensez qu'il a les armes, les moyens, le cerveau, la tête pour le faire? Il a à peu près toutes les armes, sauf à mon avis la puissance pour déborder Nadal en permanence. Je crois que le fait de battre Nadal repose aussi sur la capacité qu'ont les joueurs à le mettre de temps en temps à 3-4 mètres de la balle. Ça n'arrive pas souvent, mais sur les balles importantes, il faut savoir le faire. Et ça, c'est une des choses qui peut éventuellement manquer à Gilles, à moins que, je le disais il y a un instant, son schéma tactique
Il faut beaucoup de courage pour sortir d'un schéma tactique et accélérer au moment où c'est utile et nécessaire pour sortir de son jeu qui, lui, consiste à remettre la balle pour attendre la faute de l'autre. C'est un vrai problème. S'il en sort, Gilles, il pourra prendre Nadal aussi de temps en temps. Je ne crois pas que ce soit facile à faire sur un tournoi du Grand Chelem parce que là... Voilà, c'est plutôt ça, c'est d'y arriver sur la longueur. Ouais. Je pense qu'effectivement, en 2-7 gagnants, c'est Fred. peut-être jouable. On va rappeler une qu'il l'a fois de battu temps en temps. à Madrid. Oui. C'était en indoor. En indoor. Ouais. Tout à fait d'accord avec Jean-Paul sur la justesse de la nouvelle option tactique, c'est-à-dire qu'il avait cette capacité à endormir un petit peu ses adversaires. Là, il a rajouté à ça une capacité à faire mal en un coup de raquette, notamment au coup droit. Il est très, très performant quand il fait ça. Mais il y a autre chose qui m'a marqué, c'est pendant son match contre Tipsarevic, on l'a vu vraiment indébordable. Tipsarevic enchaînait les frappes et Gilles était là derrière sa ligne à courir partout et à tout ramener. C'était assez impressionnant. Donc s'il arrive à combiner cette fraîcheur physique, cet état de forme physique et avec cette option tactique qu'on a vu beaucoup plus payante, notamment aussi contre Tsonga, il peut revenir dans le top 10 assez vite. Il faudrait qu'il améliore sa volée aussi quand même. Oui. Parce Oui, qu'il ça a va raté venir, 2-3 volées vraiment importantes sur des balles de break, notamment en revers. Je sais, il s'en moque lui-même parfois de son jeu au filet. Mais c'est vrai que ça, maintenant, on le sait, le tennis se joue simplement quasiment sur ces balles de break. Et on n'a plus le droit de commettre des erreurs de ce type-là. Je lui conseillerais de faire des doubles. C'est vrai. Faire des doubles dans un certain nombre de tournois parce qu'on est obligé de voler en double. Et aussi, on en a parlé avec Tulane et lui il n'y a pas longtemps. Il a été mieux sur ces matchs-là, mais le nombre de points qu'il cède sur des amortis sur lesquels il est sur la balle où il manque, où il ne fait pas le bon coup, et c'est encore impressionnant. Alors là, le dernier revers sur amorti, il l'a bien balancé, c'était bien. Mais quand même, bon, il sert mieux. Oui. Très, très, très nettement, il sert mieux. Il a été au filet sur un certain nombre de points. Il a fait des points, il en a encore raté, mais je crois qu'il peut passer le cap. Il y a quand même un progrès au début de sa carrière. Il volait à deux mains, maintenant il volait déjà à une main. En fait. Bon, on peut peut-être aussi évoquer le cas de Jo-Wilfried Tsonga, donc quart de finaliste, et ça va nous permettre d'effacer une petite bêtise qu'on a dit. Oui. Qu'est-ce qu'il nous a pris la semaine dernière. Donne-moi tes doigts que je te. Voilà. Oui, j'avais dit, mais à culpa, j'avais dit que Tsonga n'avait jamais. C'est un stylo. J'avais dit quoi ? J'avais dit que Tsonga n'avait jamais dépassé les quarts de finale dans un tournoi sur terre battue. Évidemment, c'était arrivé à Casablanca en 2008, mais il s'était blessé cette semaine-là et il avait déclaré forfait pour Roland Garros. Certes, un petit tournoi, mais... Non, quelle honte de dire des choses pareilles. Bon, toujours est-il qu'il a rejoué des quarts de finale dans un grand tournoi cette fois. Ouais. Et puis alors, il y a belle victoire sur Fernando Verdasco, c'était pas mal, un match assez costaud. Et puis ce match contre Gilles Simon qui était assez étrange, notamment dans la deuxième manche où il a mené 4-1. Et alors après, c'était le fantôme de Jo Tsonga sur le court. C'était assez étonnant. On ne sait pas trop ce qui s'est passé. Malgré tout, moi, je l'ai trouvé globalement pas mal. Moi aussi. Moi aussi. Je trouve que c'est un Tsonga qui joue bien au tennis, avec à nouveau les quelques problèmes dont on discute depuis un certain temps. C'est l'incapacité de se concentrer la plupart du temps en début d'un nouveau set quand il en a gagné un. L'incapacité de maintenir une concentration permanente, quelquefois quand il est en avance. On a vraiment le sentiment qu'il faut qu'il soit en grande difficulté pour sortir le maximum de ce qu'il a en lui. Et quand il sort le maximum de ce qu'il a en lui, c'est formidable. C'est au niveau des 3 ou 4 meilleurs. Le problème, c'est que ça n'est pas permanent. C'est pour ça qu'il est 5e ou 6e et qu'il va vraiment falloir qu'il progresse sur ce plan-là, parce que sur le plan du tennis, comme vous, je l'ai trouvé très bon sur ce tournoi. Frédéric. Je ne sais pas ce que vous en pensez, vous allez me dire, mais j'ai l'impression que ces problèmes de concentration sont aussi liés à un problème de ligne directrice de son jeu, notamment sur terre battue. Surtout sur terre battue. Il ne sait pas exactement ce qu'il doit faire. Ouais. Parfois, on le voit attaquer après son service, jouer en 2-3 frappes de balle, des schémas qu'il a l'habitude de développer sur dur, sur surface rapide. Et puis parfois, il recule, il se met 3 mètres derrière sa ligne à jouer des balles bombées. Et à ce moment-là, il est tout de suite moins performant. J'ai l'impression qu'il est un peu pris entre deux feux. Je ne sais pas, surtout dans son match contre Simon, il mène 4-1 en étant très offensif. Et puis après, il recule et là, il se fait avoir par Simon qui l'endort un petit peu. Je sais pas, Jean-Paul. Non, c'est tout à fait juste. Et c'est le problème de tous les joueurs. Parce qu'il s'est mis dans la tête l'an dernier qu'il fallait qu'il soit plus agressif dans un certain nombre de cas, et surtout sur les surfaces rapides. Il le réalise.
Il veut faire la même chose sur terre battue parce qu'il sait qu'à l'échange, au bout de 7 ou 8 coups, il n'est pas forcément le meilleur et que ça l'épuise. Donc, il cherche là aussi sur terre battue à abréger. Le problème, c'est que sur terre, c'est un tout autre problème. Il ne faut pas qu'un revers qui est destiné à tomber à 1 mètre de la ligne de fond tombe au milieu de la ligne de service, au milieu du court, qu'un coup droit qui est destiné à déborder s'arrête à 3 mètres à l'intérieur du terrain, même s'il est décroisé très rapide. Donc, oui, il se cherche par moment pour trouver la meilleure tactique possible. Et ça n'est pas encore bien inscrit. Peut-être d'ici Roland-Garros, ça sera le cas. S'il y parvient, c'est formidable. Il y a 2 ans, il avait dit au début de la saison sur terre battue, j'ai envie de tout casser cette année sur terre battue. Ça avait peut-être paru un petit peu étrange, étant donné que ce n'est pas sa meilleure surface. Mais ce que je regrette aujourd'hui, c'est qu'il a l'air de manquer un tout petit peu, c'est très relatif, d'ambition sur terre battue. Il parle moins de Roland-Garros comme étant un objectif majeur de sa saison. Il parle des grands chelems en général, mais il ne cite pas Roland-Garros. J'ai peur un petit peu qu'il ait fait, non pas une croix sur ce tournoi évidemment, mais qu'il se rend compte que ça va être quand même très compliqué un jour de dépasser les quarts de finale à Paris. C'est pas exclu, vous savez, il y a d'autres joueurs qui ont préparé des saisons et des meilleurs, en se disant bon, je joue dans un autre schéma tactique, je le fais partout, sauf les quelques fois où on aimerait qu'ils ne se mettent pas à 3 mètres derrière la ligne de fond de cours sur terre battue, mais en général, il a quand même agrémenté son jeu de beaucoup d'attaques suivies au filet, sur terre battue aussi. Donc il n'est pas exclu. Il peut le faire, il n'est pas exclu que plus ça. Ce soit une préparation, il est quand même très très bon. Il peut faire beaucoup de choses. Il n'est pas exclu que tout ça soit dans sa tête une préparation pour gagner de très très grands tournois sur des surfaces qui lui sont plus favorables encore et que ça lui serve néanmoins pour la suite aussi sur terre battue. Et juste pour rebondir 2 secondes sur ce que disait Julien, sur peut-être les limites que Joe s'est fixées, je pense que le match contre Rafael Nadal de Coupe Davis l'an dernier, il a fait très très mal. Il a fait très très mal et c'est peut-être ce jour-là qu'il a touché vraiment ses limites et qu'il a vu qu'il avait encore un écart conséquent à combler par rapport aux meilleurs. Là, ce jour-là, c'était plus que conséquent. C'était assez terrible. C'est sa seule confrontation avec Nadal sur terre. Sur une terre battue, mais alors, c'était pas une terre battue, c'était du sable. Et ça faire un point, je pense que ça lui a fait très mal psychologiquement sur sa capacité à aller très loin sur terre battue. Pour conclure sur Monte-Carlo, on ne peut pas ne pas évoquer les blessures et de Juan Monaco et de Julien Benneteau qui se sont bloqués le pied sur une glissade et se sont donné une entorse. Et Julien, lui, il a même eu le cadeau bonus puisqu'il s'est cassé le coude au cours de sa chute. Jean-Paul, tu l'évoquais au début de l'émission, donc c'était pour toi vraiment l'image de la semaine. Et c'est vrai que voilà, quel dommage pour Julien Benneteau qui a 30 ans, qui joue sans doute le meilleur tennis de sa carrière, qui allait obtenir le meilleur classement de sa carrière, qui était peut-être en train de grignoter au classement Richard Gasquet pour obtenir sa qualification pour les Jeux Olympiques de Londres. Et puis badaboum, tout s'écroule. Il était à 5 partout contre Andy Murray. C'était un match formidable. Oui, c'est un peu. Ça lui est déjà arrivé. Il revenait, il avait mis des mois et des mois à revenir. Après cette blessure au poignet, en 2010, il avait arrêté sa saison à l'US Open. Et puis là, il est dans les 30 meilleurs, comme tu le disais, Christophe. C'est vraiment dommage. Mais là, je vais ailleurs parce que ça m'a fait très mal pour Julien. Et allez, vous venez de le redire. Mais il y a une chose qui me frappe dans ces accidents-là. C'est que, et ça tient au fait que tout le monde parle en permanence des glissades sur terre battue. Ce qui m'agace un petit peu parce qu'on dirait à la longue que la seule manière d'être très fort sur terre battue, c'est de savoir bien glisser. Alors bon, moi je veux bien, mais enfin il y a d'autres choses qui entrent en ligne de compte pour gagner sur terre battue. Par contre, lorsque les joueurs courent de la manière dont Benneteau a couru, c'est-à-dire latéralement, et qu'ils se bloquent sur la cheville en ayant le pied qui est perpendiculaire au filet, donc. Je crois que les entraîneurs physiques devraient prendre en compte le fait que quand on court latéralement à la ligne de fond, le pied ne doit pas être orienté perpendiculairement au filet, mais perpendiculairement au côté du court, de manière à ce que la glissade puisse se faire. Parce que tous ces accidents que je vois, c'est sur des chevilles qui bloquent de cette façon et qui font que les joueurs tombent. Donc si on parle de glissade et qu'on veut accorder une importance à cette affaire, eh bien qu'on les fasse glisser dans le bon sens quand ils courent latéralement dans le fond du court. Une bonne remarque, Jean-Paul. Frédéric. Oui, il y a évidemment ce que dit Jean-Paul, mais il y a aussi, je pense, l'état du cours. On a vu Murray se plaindre à plusieurs reprises. Déjà au début du match, et puis la blessure de Monaco est arrivée au même endroit. À peu près au même endroit,
Donc il y a peut-être quelque chose à chercher de ce côté-là. Voilà, est-ce que la terre était trop lourde au fond du cours, où il manquait un petit peu de terre battue, ce qui empêchait les glissades? On peut aussi évoquer le cas de Monaco, qui était en pleine bourre comme Julien. Il venait de remporter le tournoi de Houston. Bon, lui, il y avait peut-être aussi un petit peu de fatigue, puisqu'il arrivait des États-Unis après avoir gagné un tournoi. Et peut-être un petit peu tiré sur la machine, et clac, ça a cassé. Donc on va souhaiter plein de courage, évidemment, à Julien Beneteau pour les semaines qui viennent, et puis espérer qu'il puisse il sera là pour Roland, mais retrouver le chemin des cours rapidement. Ouais, Julien, tu le disais, Julien Beneteau qui a été blessé il y a 2 ans, c'était à l'US Open 2010 contre Robredo. Voilà, il s'était blessé au poignet, ce qui l'avait privé de la fin de saison, et notamment de la finale de la Coupe Davis. Allez, on va en terminer là pour Monte Carlo, à moins que vous ayez des choses à ajouter pour votre défense, messieurs. Non, rendez-vous l'année prochaine pour la 9e de Nadal. Non, il est blessé. Il sera blessé. Radio Tennis Play. Cette semaine se dispute le tournoi ATP 250 de Bucarest, dont Gilles Simon d'ailleurs est la tête de série numéro 1. Qui réussit bien, Gilles Simon. Absolument, il l'a déjà remporté. Ce tournoi est désormais baptisé le Nastase Tiriac Trophy, Jean-Paul, du nom des 2 anciens champions roumains. Voilà qui a donné l'idée à Julien de se pencher sur le cas d'Ilie Nastase dans son effet rétro pour nous remémorer les 5 plus grands délires du roumain. Oui, sur un cours. Cela va sans dire. Pour les plus jeunes, qui est Ilie Nastase, ça a été une star monumentale entre 66 et 85. Ça, c'est la date du début de sa carrière et la date de fin. Il a été numéro 1 mondial. Il a remporté Roland-Garros, il a remporté l'US Open, il a remporté Monte Carlo, il a remporté 3 fois les Masters, entre autres. Ilie Nastase, il disait toujours le tennis, c'est ennuyeux, il faut s'amuser. On lui reprochait de faire le zouave parfois uniquement dans le but de déstabiliser l'adversaire, mais je crois que c'était en lui, c'est viscéral. Il faut s'amuser. Alors, je passe toutes les insultes, les bagarres, les disqualifications. J'ai gardé des délires. Vous allez me dire à chaque fois ce que vous en pensez, si vous trouvez ça bien ou pas bien, parce que moi, je pense que Nastase est l'un des tennisman les plus importants de l'histoire. Non, parce que déjà, le code de conduite, c'est lui qui l'a amené. Ça a fait instaurer, on a mis des garde-fous partout. Et il y a un vrai débat. Va-t-il trop loin ou pas? Et puis après, Jean-Paul nous racontera des histoires en coulisses. Il connaît tout ça. Allez, celle-là, il l'a... Allez, numéro 5, celle-là, il la connaît, Jean-Paul en a parlé l'autre jour. Une fois, Nastase jouait en double avec le noir américain Arthur Ashe. On lui avait dit qu'il devait être de la même couleur que son adversaire, sous-entendu les vêtements, évidemment. Il s'était peint le visage avec du cirage noir et est arrivé comme ça sur le court. Alors, ça ne fait sans doute pas rire tout le monde. Il fallait le faire quand même. Il fallait le faire. Il fallait oser quand même. On ne verra plus ça aujourd'hui. Non, certainement pas. Finale du double, 1975 à Londres. Nastase joue avec Connors. Connors a perdu en simple. Il n'a pas envie de jouer le double. Nastase lui dit allez, viens, on va délirer. Alors, il ne sait plus quoi inventer, Nastase, pour amuser Connors. Ils sont en costume et en nœud papillon sous leurs survêtements. On joue au Royal Albert Hall de Londres, qui est un endroit extrêmement guindé et très aristo sur les bords. Ils jouent un jeu avec leurs survêtements et à la fin du premier jeu de double, ils enlèvent leurs survêtements. Coucou, c'est nous. Nœud papillon, costume. Ils sortent des bouteilles de champagne qui étaient dans leur sac. On remue bien fort la bouteille. Et là, sur les spectateurs des loges qui rigolaient pas du tout, ça faisait rire que ceux qui étaient en haut qui n'ont rien eu. Et en plein, pendant le double, aucune sanction ni rien. Donc c'est quand même là aussi encore assez mythique. Fou. Assez mythique. C'était les 2 meilleurs, alors on leur disait pas trop. Non, il fallait pas quand même les disqualifier parce que là c'était l'émeute dans le stade. Numéro 3, un double en 1981. Ilie Nastase joue avec José Luis Cler sur le court numéro 1 contre Ricardo Cano, 1m70, et Ángel Jiménez, 1m63. Que va-t-il se passer? Ils ne vont faire que des lobes pendant tout le match. Il en parle dans sa bio. On lobait. À un moment, Jiménez alla chercher une chaise à côté du court et monta dessus. Tout le monde riait. Nous 4 sur le court, les spectateurs et même l'arbitre. Voilà. C'était très drôle. Concours de lob et ils ont gagné en 2-7. Pour ce qui est du match avec Connors à Londres, ils l'ont perdu, ce match. On peut voir la vidéo des lobes, c'est très très drôle à regarder. Numéro 2, Roland-Garros 77, le coup du chat noir, quart de finale du double. Génial. Il joue contre Panatta en double. Nastase, Panatta est superstitieux. Nastase le sait, il le chambre avec ça. Il donne 500 balles à Mabrouk, chef de l'entretien des cours, pour qu'il aille trouver un chat noir dans le quartier. Il ne trouve qu'un chat gris, ça fera l'affaire. Il le met dans ses affaires et balance le chat noir dès le début du match sur Adriano Panatta, qui l'insulte, connard, espèce de... Ouais, je vais me censurer. Évidemment, Nastase a gagné très facilement ce match. Et numéro 1, alors ça
c'est issu du match sans doute le plus dingue de l'histoire du tennis, US Open 79, deuxième tour, Nastase contre McEnroe. Il s'est tout passé pendant ce match-là. Des insultes, des bagarres dans le public, les c'est flics qui Apocalypse arrivent. Now. Apocalypse Now, ce match. Une disqualification qui est annulée parce qu'on peut pas annuler, on peut pas disqualifier Nastase parce que le match passe en prime time à la télévision américaine, le public devient fou, etc., etc. Que fait Ilie Nastase ? Là, c'est incroyable parce qu'on est dans le happening, on est entre les Marx Brothers et ce qu'il y a eu de meilleur dans le cinéma italien dans les années 60. Pendant plusieurs minutes, Nastase, pour gagner du temps, pour perturber McEnroe, pour faire rire je sais pas pourquoi, mais pour faire son Nastase, va voir l'arbitre. Flushing Meadow est juste à côté de l'aéroport de la Guardia. Il y a des nuisances sonores avec les avions qui arrivent, qui partent, etc. Nastase supplie l'arbitre de téléphoner à la tour de contrôle de la Guardia pour que l'on détourne tous les avions qui doivent arriver ou partir jusqu'à la fin du match parce que ça le gêne. Ça peut être, quand ça dure 10 secondes, on dit voilà, mais là, quand ça dure plusieurs minutes, de 3 minutes, on est dans un délire quasiment surréaliste. Qui est il veut qu'on téléphone. Il insiste, il dit je veux que vous téléphoniez. Je vous en raconte une. Allez, Jean-Paul, parce que là j'en ai pris que 5. Oui, mais une qui n'a rien de drôle, mais qui mérite d'être racontée. Il perd un match à Roland-Garros, je ne sais quoi, si c'est en quart ou en huitième. Il sort, je marche avec lui vers la sortie du stade, et là, il était 6h, 6h30. On tombe sur un gamin de 12-13 ans en pleurs. Et elle va le voir, il dit « Mais qu'est-ce qui t'arrive ? Pourquoi tu pleures ?» Il dit « Ça fait un moment que j'attends pour rentrer, et puis finalement, j'ai pas pu rentrer, mais le temps que je demande aux uns et aux autres si je peux avoir un billet, on m'a volé mon vélo. Je peux plus rentrer chez moi. » Il dit « On t'a volé ton vélo, mais ça coûte quoi un vélo ?» Il me dit. Je lui dis « C'est vrai, ça coûte 500, 600, 800 francs. » Il me dit « Bon, il n'y a pas de problème. » Il sort un billet de $100. Il le donne au gamin, dit « Va t'acheter un vélo et tiens, je vais te faire rentrer dans le stade en même temps. » Il a été voir le contrôleur, a dit « C'est mon invité, il rentre. » Et le gamin, il était là, bouche bée, avec ses $100 dans la main et un vélo à racheter le lendemain. C'est assez joli, non ? Grand cœur, ouais. Parfait. T'as encore non, une mais petite chose à ajouter ? pour accorder avec le tournoi de Bucarest, il a joué lundi en double, un match exhibition évidemment avec Andrei Pavel. Ils affrontaient Mansour Barami et John McEnroe qui était à Bucarest. Voilà. Il n'y avait pas d'avion. Non, il y a dû avoir, j'ai pas vu les images, mais il y a dû avoir entre Barami, McEnroe et Nastase, s'il s'est rien passé de drôle pendant ce match, c'est qu'ils n'étaient pas dans un bon jour. Hein, parce que... il peut y avoir des jours mauvais. Ils peuvent s'engueuler aussi, hein. Il n'y a pas que du drôle. Je vais remercier mes deux Alain Decaux pour ces belles histoires et on va passer au tweet de la semaine. Radio Tennis Play. Le tweet de la semaine. Les amis, notre philosophe du réseau est de retour. Je veux bien sûr parler d'Ivo Karlovic. Il avait été discret ces derniers jours. Il a de nouveau sévi. Et je l'aime bien, cette dernière saillie numérique du Croate. Il y a plus de restaurants de sushi en Floride qu'il n'y a de Japonais. C'est pas mal. Extraordinaire, ça. Oh my Je God. sais pas d'où ça. Mais il a que ça à faire. Mais il faut dire, c'est la saison sur Terre, il fait rien. Là. Oui, non, mais il est sur voilà, Twitter. Donc Karlovic, il a un petit pied-à-terre en Floride, à Miami. C'est ce qui explique Vous alliez me dire qu'il avait un petit grain. ce tweet. Aussi, sans doute un peu. Bon, je vais vous en faire un qui est un petit peu plus tennis, qui est signé de l'ancien champion australien Pat Cash et qui est une analyse du jeu de Rafael Nadal. Son jeu de jambes est le meilleur que j'ai vu, meilleur que Novak Djokovic ou Jimmy Connors. Il se place si rapidement qu'il peut même encore s'ajuster si le vent fait bouger la balle. C'est juste, c'est Voilà. bien. Oui. C'est assez bien vu. C'est bien, mais pas de cas, je peux dire des choses plus intéressantes parce que ça a été dit 2000 fois déjà. Allez, poum. Bon, dans ce cas-là, on va passer au quiz. Hein. Radio Tennis Play. Le quiz. Bon, on essaie toujours de vous proposer quelque chose en rapport avec l'actualité. Je vous ai donc concocté un questionnaire spécial présidentiel, évidemment. Alors, mes amis, Tennis et présidentiel. Ah, d'accord. Évidemment. Quel président de la République a fait la couverture de Tennis Magazine ? Un indice sur votre écran ? Il n'avait pas beaucoup de cheveux. Giscard ? Oui, Jean-Paul, bonne réponse. À ma gauche, effectivement. En août 78, Valéry Giscard d'Estaing, dans le numéro 29 de Tennis Magazine, était en couverture.
Ne regardez pas la photo, Jean-Paul, parce qu'il est en train de faire un coup droit. Son geste de coup droit n'est pas terrible. Effectivement. Non, mais je le revois dans la tribune et voilà. Donc Giscard prenait des leçons de tennis pendant qu'il était président de la République. Et un matin, notre camarade Serge Philippot était allé un petit peu planquer. Je crois que c'était au Luxembourg et il avait pris ses photos et ça avait fait la couverture de Tennis Magazine. Que c'était le premier président à venir à Roland-Garros. Je vais vous dire que c'est le seul président qui est venu de la 5e. Il m'est arrivé de faire des doubles avec le président Giscard d'Estaing, avec son ami le maire de Chamalières, Wolf. Et une chose, c'était amusant, d'ailleurs je joue pas si mal que ça, une chose m'avait beaucoup amusé pendant ces doubles-là. Il y avait un vent à décorner les buffles un jour, et à l'époque, il ramenait donc une partie de ses cheveux de la partie gauche à la partie droite. Et il y avait beaucoup de vent, donc ça avait asséché ses cheveux. Et à chaque fois que je servais, je le voyais au filet, et cette mèche de cheveux qui n'était plus collée, qui montait à la verticale au-dessus de sa tête. Et je me disais, il ne faut pas que je touche Nimbus. C'était ma hantise de l'époque. Mais il jouait pas mal du tout. Allez, une plus facile. Quel ancien Premier ministre et candidat à la présidence de la République a disputé les internationaux de France de Roland-Garros ? Mais Chaban-Delmas. Évidemment, oui. Jacques Chaban-Delmas, qui a joué le mixte à Roland en 1956 avec Myrtille Dubois, et surtout le double messieurs en 68 avec Pierre Pelizza. Il avait alors 53 ans, et c'était 1 an avant de devenir Premier ministre. Donc le type, 1 an avant de devenir Premier ministre, il a joué les internationaux de France, c'est quand même et d'inventer la nouvelle société qu'il a coulée. Il jouait avec un pseudonyme pour pas que les journalistes viennent l'emmerder. Quel ancien président de la République a inauguré le cours A de Roland-Garros en 1994 ? Le cours A devenu cours Suzanne Lenglen. C'est Chirac. Absolument. Bonne réponse encore de Jean-Paul. Là, en politique, Jean-Paul est incollable. Impressionnant. Alors, plus difficile. Quel ancien président de la République avait disputé, bien avant de devenir président, le tournoi des journalistes organisé sur les cours de Roland-Garros ? Monsieur Sarkozy. Non. Mitterrand. Oui, c'est François Mitterrand en 1954. Et là encore, si vous avez une collection de Tennis Magazine, il y avait une très belle photo dans un numéro de 1994, je pense, où on voit Mitterrand en pantalon blanc en train d'effectuer un revers. C'est une très très jolie photo. Quel est le dernier président de la République à avoir assisté à une rencontre de Coupe Davis de la France ? Le dernier président, je me demande si c'est pas François Mitterrand. Non. Non. Georges Pompidou. Non. Mitterrand est venu voir du tennis ? Ah oui. Ah ouais non, à Souston, là-bas, chez lui, quand on a joué contre les Bulgares, je crois. D'accord. Il était là tout le temps, les 3 jours. D'accord. Peut-être que c'est M. Chirac, après tout. Oui, absolument. Voilà. Jacques Chirac qui avait assisé à la finale de la Coupe Davis 96. 2002 Contre les Russes. à Bercy contre les Russes. Ah oui, il était à côté de Helsinki. Absolument. Et qui n'arrêtait pas d'applaudir comme un forcené. Et alors, je me souviens de l'histoire. Et à un moment donné, il y a Chirac qui le regarde. Et on sent qu'il en a marre que l'autre applaudisse tout. Et quand Helsinki voit son joueur faire une faute, Chirac le regarde en faisant... C'était drôle. Radio Tennis Play. On en arrive au générique de cette 12e émission de Radio Tennis Play. Merci à vous trois. Merci à Jean Gachassin qu'on a eu au téléphone un petit peu plus tôt dans l'émission, ainsi qu'aux équipes de RTL et de Tennis Play. Vous pouvez toujours nous contacter via notre page Facebook Tennis Play, notre compte Twitter Tennis Play TV ou par mail à l'adresse suivante contact@tennisplay.fr. Alors, le tennis à la télévision cette semaine, c'est Barcelone, c'est un ATP 500 qui est à suivre sur Orange Sport avec l'ami de Julien, Raphaël Nadal, qui devrait remporter son aucun problème avec Raphaël Nadal. 150e titre. Pour la... On a aussi Bucarest, ATP 200. Je suis un bon pronostiqueur grâce à lui. Donc, c'est difficile. Beaucoup. On a aussi Bucarest, ATP 250 qui est retransmis par Sport Plus. Les dames sont-elles à Stuttgart, ce tournoi étant proposé par Eurosport. Et puis vous pouvez toujours aller à tout moment sur Tennis Play, évidemment, canal 140 de la Freebox et sur le web, afin de vous régaler de tennis d'hier et d'aujourd'hui. Allez, rendez-vous la semaine prochaine, car pour aujourd'hui, C'est fini, Michel.